Une campagne présidentielle, c'est un marathon électoral, une course de fond. Donald Trump a pris le départ il y a 9 mois et sa base est au rendez-vous. Trump va sauver le monde! Pas juste l'Amérique, il va sauver le monde! On est en route pour la ville de Milwaukee, en Wisconsin. Ce soir, Trump y organise un grand meeting. Les gens qui sont avec nous dans le bus, ce sont des fans inconditionnels du président. Ils se baladent dans tout le pays pour assister à chacune de ses interventions. Et ils sont chauds. Vous venez d'où? On vient de Minneapolis. Combien d'heures de route pour aller au meeting? À 5h30, on veut soutenir notre président. Avec 4 à 5 meetings par mois, le président enchaîne. Ses fans aussi. C'est mon 15e meeting. 15e meeting? Oui, monsieur. J'aime ce président. J'aime ce qu'il fait pour notre pays. J'aime ce qu'il soutient et qui il soutient. Je suis ici pour lui et tout le monde ici adore ce président. Je vois que vous avez des badges pro-Trump sur votre veste. Vous pouvez me les montrer? Président, évidemment. Les motards pour Trump. Construire le mur. L'Amérique ne sera jamais un pays socialiste. Le 2e amendement. Le droit d'être armé. Oui, le droit d'être armé. Donc ça résume vos idées politiques. C'est ça. Et parmi eux, il y en a un qui bat tous les records de fidélité. C'est le leader de la troupe, Randall Tom. On voulait t'offrir un joli gâteau pour tes 60 ans. Et c'est aussi ton 60e quoi? Mon 60e meeting. Bang bang. Cet éleveur de chiens a déjà parcouru 80 000 km pour assister au meeting du président. Quand je suis allé à mon premier meeting pour la primaire des Républicains, j'ai vu Donald Trump. J'y allais pour voir la star de la télé. Mais quand je l'ai écouté, je me suis dit, wow, ce mec parle comme moi. Il pense comme moi. Je me suis dit, bon Dieu de merde, ce type est vraiment génial. Et au bout de 4 meetings, j'étais devenu accro. Et Donald Trump compte bien rendre accro beaucoup d'autres Américains d'ici à l'élection. Ce mercredi 14 janvier, ils sont déjà des milliers à faire la queue par moins 2 degrés. En voilà une belle caméra. Certains de ses fans ont sorti le grand jeu. Pourquoi est-ce que c'est important d'être dans le Wisconsin, monsieur Trump? Je suis ici pour célébrer ma victoire de 2016 et on va encore gagner en 2020. On va continuer à rendre sa grandeur à l'Amérique. Vous faites la queue pour votre propre meeting? Bizarre, non? Oui, j'attends les services secrets. Je vais faire un tour, parler à mes concitoyens. Le meeting ne commence que dans 7 heures. Pourquoi être venu aussitôt? Pourquoi? Qu'est-ce que vous croyez qu'il se passe ici? C'est une fête. C'est la fête de l'amour. Retour dans les années 60. À l'époque, ils avaient... Comment ça s'appelle? Woodstock? Oui, Woodstock. Trump, c'est comme Woodstock. Avec un peu moins d'orgie et de rock'n'roll quand même, non? Ah, on n'a pas d'orgie, mais il va y avoir du rock. On est devant la Milwaukee Panther Arena, le stade de l'équipe de basket universitaire de la ville. Mais ce soir, pas de match, c'est Donald Trump qui est à l'affiche. Et ce meeting, il est particulièrement important pour le président parce que le Wisconsin, c'est l'un des États clés qui lui ont permis de l'emporter il y a 4 ans. Rien n'annonçait la victoire de Trump dans cet État tenu par les démocrates depuis 32 ans. Avec le Michigan et la Pennsylvanie, ce sont les 3 États qui ont permis son élection surprise. J'ai voté pour Donald Trump en 2016 et je voterai pour lui en 2020. Je crois en tout ce qu'il fait pour notre pays. Même dans ma communauté hispanique, il faut qu'ils comprennent. Il a fait des promesses et il les a tenues. Vous pensez qu'il va gagner? Oui, absolument. Je prends le pari. Ce soir, le président est en opération séduction auprès des fermiers et des ouvriers, l'électorat majoritaire dans cet État rural. President of the United States, Donald J. Trump.
Bonjour Milwaukee. Merci beaucoup, je suis très heureux d'être de retour dans le Wisconsin. Et c'est parti pour 1h20 de discours. Le locataire de la Maison-Blanche utilise ses ficelles habituelles. Des surnoms sympas pour ses adversaires démocrates. Bernie Sanders, le fou. Elizabeth Pocahontas Warren. Moi, je les appelle les démocrates bons à rien. Son inévitable rengaine sur les fake news. Les journalistes fake news ne vous racontent pas la vérité. Non, ils ne vous racontent pas la vérité. Comme d'habitude, le président, lui, veut parler des vrais problèmes. Ce soir-là, par exemple, il pousse un coup de gueule contre les douches qui manquent de pression. C'est comme leur nouvelle douche. Tu vas sous la douche, et moi j'ai cette magnifique chevelure. J'ai besoin de beaucoup d'eau. Des nouvelles douches qui consomment moins d'eau pour protéger la planète, un véritable scandale. Et donc tu vas sous la douche, ok, tu ouvres le robinet. J'appelle le mec, je lui dis, il y a un problème, il me dit, non, c'est juste le régulateur d'eau. Et du coup, toi, tu restes 5 fois plus longtemps sous la douche. Entre l'électroménager et l'écologie, Trump a fait son choix. Je viens aussi de valider de nouveaux lave-vaisselle qui vous donnent plus d'eau. Vous pourrez donc laver et rincer votre vaisselle sans avoir à le faire 10 fois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Votre vaisselle va être magnifique. Le discours consumériste anti-écolo, ça marche toujours chez les Trumpistes. Nous allons rendre les États-Unis plus riches à nouveau. Nous allons rendre les États-Unis plus forts à nouveau. Et nous allons faire de l'Amérique une grande nation à nouveau. Merci le Wisconsin, merci. La formule a marché en 2016, alors pas question d'en changer. Les hommes et les femmes oubliés de ce pays ne le seront plus. Le temps des blablas est terminé. Aujourd'hui est venu le temps de l'action. Dans son clip de campagne, Donald Trump donne le ton. Le président n'a pas l'intention de quitter la Maison-Blanche. Il va tout faire pour y rester 4 ans de plus. Les États-Unis vont pouvoir gagner à nouveau, comme jamais auparavant. En 2016, personne ne pariait sur son élection. Aujourd'hui, beaucoup se demandent ce qui pourrait bien l'empêcher d'être réélu. Si j'étais Donald Trump, je serais plutôt confiant pour l'élection. Trump favori. Trump va gagner en 2020. Depuis son élection, Trump a survécu à tous les scandales. Avalanche d'accusations contre Donald Trump. Accusations de harcèlement sexuel, propos jugés misogynes et racistes, démission en cascade de ses conseillers, le voilà même blanchi par le Sénat, acquitté dans son procès en destitution. Donald Trump, président des États-Unis, n'est pas coupable du 2e article de destitution. Sur le plan économique, le président profite d'une embellie inespérée. L'emploi prospère, les salaires grimpent en flèche, la pauvreté dégringole, la confiance est de retour. Notre pays est prospère et surtout, nous sommes de nouveau respectés. Un élan qui est aussi le résultat de la politique de son prédécesseur. Mais les chiffres sont là. Un chômage au plus bas à 3,5% et une croissance solide à 2,3%. Le revers, ce sont les inégalités qui ont explosé. L'Amérique de Trump est plus fracturée que jamais. Mais ça, le président n'en parle pas. Il reste 4 mois à Donald Trump avant de connaître le nom de son adversaire démocrate. Un boulevard pour préparer sa réélection. Quand l'Amérique est unie, l'Amérique est inarrêtable. Pour comprendre sa stratégie,
nous avons parcouru les États-Unis à la rencontre des électeurs qu'il cherche à rassurer et de ceux qu'il aimerait conquérir. Pour l'Amérique pro-armes, nous sommes allés au Texas, où désormais, les profs s'arment dans les écoles. Feu. À la frontière avec le Mexique, rencontre avec les citoyens qui construisent le fameux mur promis par Trump. S'il n'y a pas de mur pour vous protéger, eh bien votre femme risque d'être tuée, votre fille violée. À Washington, plongé chez l'électorat évangélique anti-avortement, galvanisé par le soutien historique du président. Dans la communauté afro-américaine, rencontre avec ceux que le président tente de séduire par tous les moyens. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Sa personnalité, ses valeurs conservatrices. Je suis probablement plus à droite que lui. Et en Floride, vous découvrirez son plan pour convaincre l'électorat féminin avec comme porte-étendard les Trumpettes. Je crois que ce sont les femmes qui vont le faire élire, car ce sont les femmes qui votent. Notre aventure chez les Trumpistes commence au Texas, dans la ville d'Arlington, en banlieue de Dallas. Nous allons assister à une formation aux armes à feu très particulière. Bon, je vais aller droit au but. On ne peut pas arrêter des fusillades. On ne peut pas. Pourquoi? Car on ne peut pas négocier avec le diable. Face à l'instructeur, les élèves sont tous des enseignants. Ils viennent se préparer à porter un pistolet dans leur classe. Brian Proctor a formé plus de 300 profs en 3 ans. Tu peux me dire combien de temps la tuerie de Sandy Hook a duré? 3 minutes. Il y a eu 26 morts. Et croyez-le ou non, du premier tir au dernier tir, ça a duré 45 secondes. Presque un mort toutes les 2 secondes. Notre objectif, c'est de réduire ce chiffre autant que possible. Car pour le moment, vous avez un crayon. Demain, vous aurez un flingue. Ces professeurs ont déjà leur licence de tir. Ici, ils vont apprendre comment intervenir en cas de fusillade pendant leur cours. Ma mission est d'enseigner, mais les enfants ne peuvent pas apprendre s'ils ne sont pas en sécurité. Donc pour moi, c'est le meilleur moyen de protéger mes élèves. Je préfère prendre les devants plutôt que subir. Donc je viens ici pour m'entraîner. Je pense qu'on peut affronter cette menace et l'éliminer avant que ça dégénère. Plus d'armes pour moins de fusillades. Invraisemblable, mais très Trump. J'aime le président Trump. Je trouve que ce qu'il fait est bien. Le fait qu'il soit favorable au port d'armes est une bonne chose. Et ça va vraiment m'inciter à voter pour lui aux prochaines élections. Je vais voter pour lui. Cette mesure, mise en place depuis 8 ans au Texas, Donald Trump veut l'étendre à tout le pays. Les gun-free zones, pour un tueur, c'est comme rentrer chez un marchand de glace. Les gun-free zones sont le nouveau cheval de bataille du président. Des lieux où jusqu'à présent les armes à feu n'étaient pas les bienvenues. Quand nous déclarons nos écoles gun-free zone, ça met juste nos élèves face à un plus grand danger. Il n'y a rien de plus tentant pour un tueur de masse qu'une pancarte où il est écrit « Cette école est une gun-free zone. Venez, on est à vous !» Donald Trump réagit à la tuerie de Parkland en Floride. Le 14 février 2018, 17 personnes sont tuées par un ancien élève du lycée. Cette rhétorique pro-armes est un grand classique du président après chaque tuerie de masse. Rappelez-vous ses propos sur les attentats de Paris et la tragédie du Bataclan. Si un employé ou juste un des spectateurs avait eu une arme et l'avait pointée dans la direction opposée, les terroristes se seraient enfuis ou ils se seraient fait tirer dessus. Et ça aurait été une toute autre histoire. Des propos irresponsables et une stratégie de course à l'armement dangereuse. Aux États-Unis l'an dernier, le nombre de tueries de masse a atteint un nouveau record, 41 tragédies, le chiffre le plus élevé depuis les années 70. Pour Donald Trump, aucun état d'âme. Le président est prêt à tout pour ne pas perdre le soutien du puissant lobby des armes à feu, la NRA. 5 millions d'adhérents, soit 5 millions d'électeurs.
Ces gars, les tueurs, ce sont des lâches. Ils ne rentreront pas dans une école où 20%, 10% ou 40% des professeurs sont armés. Et moi d'ailleurs, je recommande que ceux qui portent une arme, on leur ajoute un bonus. Un petit bonus. Une prime pour les profs avec une arme, histoire de motiver les troupes. Nous retrouvons nos enseignants en pleine séance de tir. Comprenez bien ça, si vous ratez votre cible, votre balle traversera le mur et ira dans une autre salle, puis une autre. C'est ce que font les balles. Quand je vous donne l'ordre, vous vous retournez et vous aurez 3 secondes pour tirer sur l'agresseur. C'est tout. 3 secondes. Feu! Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien sur un adolescent que les profs s'entraînent à tirer. La première fois que j'ai vu l'image, je me suis dit, mec, ça va être dur. Ça m'a dérangé au début, et après je me suis dit, c'est bon, c'est qu'un bout de papier. Les gars, c'est comme ça la vraie vie, ok? Dommage collatéral, l'élève prise en otage a, elle aussi, été abattue par son prof. C'est vrai, je me sens vraiment mal d'avoir tiré sur la fille innocente. Mais en même temps, il fallait que j'essaie de tirer sur l'agresseur. Je suis plutôt content du résultat. Regardez, on a tiré près de 130 cartouches. Et sur les 130, il n'y a que 3 balles perdues, ce qui est plutôt bien. Ok, la fille est morte, mais combien de ces tirs ont protégé tous les autres enfants? Car c'est ça qui compte au final. Si tu n'as personne pour tirer ces balles-là, les autres seraient morts de toute façon. Une logique sans faille. Ou presque. Un lycéen en Californie a été blessé par balle. Son prof lui a tiré dessus par accident pendant le cours. La victime de 17 ans explique que son prof donnait un cours sur la sécurité des armes quand le pistolet s'est déclenché. Jusqu'ici, aucun prof armé n'a abattu un assaillant ou évité une fusillade. En revanche, les bavures se multiplient. C'est la classe où se trouvait l'enseignant. Et c'est dans cette fenêtre qu'il a tiré. Une méthode donc très loin d'avoir fait ses preuves. Mais pas de quoi décourager nos apprentis justiciers. Dans ce scénario, vous êtes des collégiens. On va dire une classe de 4e. Non, encore plus jeune, une classe de 5e, c'est encore plus drôle. Les enfants, ça c'est votre professeur pour aujourd'hui. Tu fais ton cours, et si tu sens que quelque chose d'anormal se passe, à toi d'agir de manière adéquate. Ils vont tirer avec des balles en caoutchouc, alors port du casque obligatoire. À l'extérieur, des coups de feu retentissent. Les enfants, vite, cachez-vous là-bas. Cessez le feu, cessez le feu. Les simulations s'enchaînent, avec même une vraie fausse prise d'otage. Il a un flingue, il a un flingue. Tire-lui dessus. Cessez le feu, cessez le feu. C'était rapide. Super rapide. Au début, j'ai failli me mettre à l'abri avec mes élèves et puis j'ai réalisé que je ne pouvais pas rester à côté d'eux. Je devais les protéger, je devais m'éloigner d'eux. Alors j'y suis retourné. Bon réflexe, ça a duré combien de temps pour toi? 10 ou 15 secondes. Ça a duré 5 secondes. 5 secondes? Sérieux? Ça m'a paru bien plus long. C'était assez effrayant honnêtement, mais excitant aussi. Ok, je me suis fait tirer dessus, mais ça m'a pas empêché de vider mon chargeur sur lui. En tout cas, je me sens plus prêt qu'hier, donc tout ce qui peut nous préparer, c'est vraiment mieux que rien. Au Texas, plus de 200 écoles autorisent déjà les profs à venir armés en cours. Au collège d'Itasca, à 1 heure de Dallas, une dizaine d'enseignants portent un pistolet. Mark Parsons est le proviseur, lui-même est équipé. Là, on a un écriteau qui stipule bien que nous avons du personnel armé pour protéger nos élèves. La décision a été prise il y a 2 ans, après une tragédie dans une école voisine. On s'est interrogé sur la manière d'améliorer la sécurité ici. On s'est demandé si on allait poser des barrières de protection autour du campus
ou avoir une équipe armée. Au final, nous avons opté pour mettre en place un groupe de personnes armées dans l'établissement. Par mesure de sécurité, personne à part lui ne sait qui est armé et qui ne l'est pas. Nous avons interdiction de parler aux élèves et l'enseignante qu'on nous présente est évidemment favorable à la mesure. Personnellement, je me sens beaucoup mieux. Je pense que dans ces temps difficiles, les écoles et les églises sont visées car ce sont des endroits où personne ne porte d'armes à feu. Nous ne saurons pas si cette prof de maths est elle-même armée, mais pour l'enseignante, c'est une excellente mesure portée par le président Trump. Il nous donne la possibilité de choisir si on veut être armé ou pas. Donc je pense que c'est bien d'avoir cette alternative. Rassurer les pro-armes, check. Prochaine mission pour Trump, s'assurer le vote de ses électeurs les plus conservateurs. Bienvenue à Liberty University, la fac préférée de Donald Trump. L'université offre des équipements exceptionnels à ses 110 000 étudiants. Des complexes sportifs dernier cri dans toutes les disciplines. Un centre équestre, une piste de ski. Et pour les élèves armés, la possibilité de s'entraîner dans un stand de tir au cœur du campus. À la Liberty University, les étudiants peuvent maintenant profiter d'un stand de tir flambant neuf de 3 millions de dollars. Mais la grande particularité de Liberty University, c'est sa dimension religieuse. On est en Virginie, sur le campus de Liberty University, une gigantesque fac évangélique. Ici, les règles sont strictes, la vie scolaire est centrée autour de la religion. Et niveau politique, on penche clairement côté conservateur. Il y a 4 ans, 85% des étudiants ont voté Donald Trump. Aux États-Unis, la religion est une arme politique. Et Donald Trump l'a bien compris. Les évangéliques sont la plus importante communauté religieuse, un quart de la population. En 2016, ils ont voté à 81% pour Trump. Pour 2020, le président compte encore sur eux. Merci beaucoup. C'était très beau. Vraiment très beau. Les gens les plus puissants du monde. Alors Donald Trump fait tout pour leur plaire. Restriction du droit à l'IVG, nomination de juges conservateurs à la Cour suprême. Et c'est une télévangéliste multimillionnaire, Paula White, qu'il a choisie comme conseillère spirituelle. Président Trump, voici certains des plus grands leaders de la foi. Ils aimeraient prier pour vous. Nous vous aimons. Que tout le monde tende la main vers notre président, parce que nous savons que prier fait la différence. Le 3 janvier 2020, c'est donc avec eux qu'il a fêté la nouvelle année en Floride. Je demande à Dieu de l'utiliser pour changer l'atmosphère spirituelle de la nation. Au nom de Jésus-Christ Tout-Puissant. Amen. Amen. Et le meilleur endroit pour s'adresser aux évangéliques, c'est justement Liberty University. À 10h, tous les mercredis matins, les élèves n'ont pas cours. Ils sont convoqués dans l'arène du campus. Un show spectaculaire entre concerts de rock et célébrations religieuses qui a lieu 2 fois par semaine. Les étudiants ont l'obligation d'y assister. C'est le guide spirituel de l'université qui dirige le spectacle, le pasteur Nasser. Nous te remercions, Dieu, pour ta divinité et ta miséricorde. Et nous te remercions pour la nouvelle identité que nous avons trouvée en toi. Non pas par nos actions, mais par ton œuvre et tes galons. Grâce à toi, nous sommes libres.
Amen. Une personnalité est invitée sur scène chaque semaine. Ce jour-là, un ancien addict au porno reconverti en pasteur. Je ne savais pas que je deviendrais accro au porno. Et pourtant je le suis. Je ne savais pas qu'à 20 ans je deviendrais alcoolique. Et pourtant je le suis. Je ne savais pas que j'allais aimer l'argent à ce point. Je ne savais pas que je serais tellement anxieux que je n'arriverais même plus à dormir. Et je regarde mes 4 années passées à l'université, les choix que j'ai faits, et je n'ai qu'à pointer un moment pour dire voilà comment on est arrivé là. En quoi est-ce que c'est une cérémonie réussie? Il nous a vraiment émus parce qu'il a réussi à trouver la paix à travers Dieu. Ça ressemblait beaucoup à des conseils de vie sur le comportement à adopter dans l'université, dans la vie. Oui, il commence vraiment à donner plus d'importance, pas seulement aux textes religieux, mais à comment les appliquer dans nos vies. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi Liberty University? Je voulais un environnement conservateur chrétien. C'est agréable d'avoir un endroit où je peux non seulement être éduqué au travers d'une vision chrétienne du monde, mais aussi influencer le monde avec. C'est ça, parce qu'ici, ils vous apprennent aussi à répandre la bonne parole. Oui, ils nous apprennent à être les champions du Christ. Des champions de Jésus-Christ, le slogan de l'université. L'entraîneur de ces athlètes religieux, c'est le pasteur Nasser. La cérémonie est impressionnante. Oui, c'est le plus important rassemblement hebdomadaire de jeunes adultes dans le monde. Un de vos buts ici, c'est de former des champions du Christ. Ça veut dire quoi? Un champion du Christ, c'est une personne qui pense que devenir un champion, c'est connaître Dieu et le faire connaître. Étendard de la communauté évangélique, l'université est très courtisée par les politiques. Enlevez-moi tous ces prompteurs, on va passer un bon moment ce soir. Allez, enlevez-moi tout ça. Depuis 5 ans que je suis ici, Donald Trump est venu 3 fois. Il est toujours le bienvenu. Plateforme incontournable pour les conservateurs, Liberty est aussi ouverte aux démocrates. Ces 6 derniers mois, j'ai invité Alexandria Ocasio-Cortez, Joe Biden, Bernie Sanders. Nous invitons des personnalités de tous bords. C'est facile de s'exprimer devant des gens qui pensent comme vous. Ça n'a rien de compliqué. Ce qui est plus difficile, pas moins important pour nous tous, c'est d'essayer d'échanger avec ceux qui ne sont pas d'accord avec vous sur tous les sujets. Comment vous expliquez que toutes ces personnalités viennent s'exprimer chez vous? Je pense que nous sommes une très grande tribune pour obtenir l'oreille du monde évangélique. Vous savez, quand Bernie Sanders est venu ici, je lui ai demandé pourquoi il avait accepté, et il m'a dit « Je peux obtenir l'oreille de 2,3 milliards de chrétiens en me présentant dans un endroit comme Liberty University. » Quand on veut parler à la communauté évangélique, c'est ici qu'on vient. C'est sans aucun doute l'un des principaux endroits, oui. À la tête de Liberty University, le premier leader de l'église évangélique à avoir soutenu officiellement le candidat Trump. Nous avons pu le rencontrer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la première grande figure évangélique à avoir appelé à voter Trump en 2016. Pourquoi? J'ai décidé qu'avec 20 trillions de dollars de dette, le pays avait besoin d'un businessman pour le diriger. Je ne savais même pas s'il était conservateur ou libéral. Je me suis juste dit qu'en tant que businessman, en tant que PDG d'une société, il aurait les compétences de gestionnaire nécessaires pour gérer une organisation, dans ce cas précis, un pays. Pour le remercier, au lendemain de l'élection, Trump lui offre le poste de ministre de l'Éducation. Il s'est avéré que j'ai passé ma vie à faire de Liberty University un succès. Donc, après en avoir discuté avec ma famille, nous avons convenu qu'il valait mieux que je reste où j'étais. Peut-être aussi la volonté de garder ses distances avec un président habitué des dérapages. Vous avez le sentiment que Donald Trump représente bien les valeurs essentielles des évangéliques?
Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que l'évangélisme est fondé sur la croyance que nous sommes des pécheurs. Et nous avons tous besoin que nos péchés soient pardonnés, comme ça s'est passé avec Jésus sur la croix. Donc, quand certains disent « Comment des évangéliques peuvent voter pour quelqu'un qui est un pécheur ?», ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est tout le fondement de la croyance évangélique. Vous soutenez ouvertement Donald Trump. Est-ce que ça veut dire que l'université, elle aussi, est pro-Trump? Je pense que la majorité des étudiants voteront certainement pour lui à nouveau. Mais l'université n'est pas pro-Trump. Elle n'est pro-personne d'ailleurs. Thank you. Pas de soutien officiel donc, mais sur le campus, le chouchou des étudiants s'appelle bien Donald Trump. Vous pensez quoi du président des États-Unis? Eh bien, je le soutiens assurément. Je trouve qu'il défend les valeurs américaines. Il s'applique à défendre la foi aux États-Unis et à maintenir la liberté religieuse. Il est en quelque sorte le porte-parole pour ceux qui, pendant si longtemps, n'ont pas eu le droit à la parole. Il n'a pas peur de s'exprimer. Il se bat pour ce en quoi nous croyons. Des élèves pro-Trump et très à droite. Pour certains, le président ne le serait d'ailleurs pas assez. Vous savez, le monde entier pense que Donald Trump est une figure du Parti conservateur. Mais si vous regardez sa politique, il n'est pas aussi à droite que ce que l'on croit. Ce n'est pas mon président favori, mais ça aurait pu être pire. Dans cet océan trumpiste, les rares élèves démocrates de Liberty University se font discrets. L'une d'entre elles a accepté de nous parler, mais pas sur le campus. Lizzie a préféré nous recevoir chez elle. Bonjour. Bonjour, ça va? Je vais bien. Ce sont ses parents qui l'ont forcé à s'inscrire dans cette université conservatrice. C'était quoi votre première impression quand vous êtes arrivé sur le campus? Je me suis sentie très seule. À mon arrivée à Liberty, j'avais un groupe d'amis, mais à la fin de l'année, je crois que je ne parlais plus qu'à 3 d'entre eux. Ça a été une période très difficile pour me faire de nouveaux copains parce que la plupart sont totalement à l'opposé de moi. Ils veulent vraiment étudier ici, ils sont conservateurs et chrétiens. Ils vont à l'église toutes les semaines, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, et ils adorent les cérémonies. Opposante à Trump, progressiste, Lizzie a vite compris que son quotidien serait compliqué à Liberty. Sur le campus, est-ce que vous pouvez exprimer vos idées anti-Trump? Je ne pourrais pas, non. Il y a peu de choses que je n'ose pas faire sur le campus, mais si je décidais de m'y balader avec une pancarte disant « Ne votez pas Trump », j'aurais immédiatement une foule autour de moi me criant dessus. Le directeur de l'établissement soutient ouvertement Trump. Vous pensez quoi de son engagement? Je pense que c'est très ironique que J.R. Falwell Jr. soutienne Donald Trump et dise que c'est pour le bien de l'université et que c'est un bon chrétien, qu'ils sont tous les deux de bons chrétiens. Car il y a beaucoup de choses qui sont sorties, et sur Trump et sur Falwell, qui montrent qu'ils ne suivent pas les règles. La jeune femme fait notamment référence à des photos compromettantes sorties en 2014. On y voit Jerry Falwell en boîte de nuit. Le problème, c'est que le code d'honneur de son université interdit d'aller danser, de boire, de fumer, sous peine d'amende. Le dress code est tout aussi rétrograde. Pas de jupe trop courte, pas de piercing, pas non plus de coupe de cheveux originale. Difficile pour Lizzie d'assumer sa bisexualité dans une telle université. Quel que soit l'endroit où j'allais sur le campus, je sentais le regard des gens qui pensaient à mon orientation sexuelle. Il y avait des gens qui venaient et me demandaient « Est-ce que tu es gay ? On dirait que tu es gay. » Ou disaient « C'est mal, c'est contre la culture chrétienne. La Bible dit que tu iras en enfer pour ça. » C'est le genre de choses qu'on vous disait? Oui, c'est ça la mentalité de Liberty. Tout le monde là-bas nous a affirmé qu'ils acceptent toutes les idées, que tout le monde peut penser ce qu'il veut, avoir l'orientation sexuelle de son choix. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ce n'est pas vrai. J'aimerais que ça le soit. Je serais bien plus souvent sur le campus si c'était le cas. Quand tu te balades dans les couloirs de certains bâtiments de Liberty, il y a des panneaux publicitaires et l'un d'eux dit « Vous êtes attiré par une personne du même sexe? Venez vous faire aider. Venez à nos groupes de soutien pour vous faire aider. » Des groupes de thérapie de conversion? Oui. Oui, il y a des groupes de thérapie de conversion. La lutte contre l'homosexualité n'est pas la seule obsession des évangéliques.
Ces chrétiens condamnent aussi le droit à l'avortement. Et dans leur combat, ils viennent d'obtenir un puissant allié. Le président Trump s'apprête à marquer l'histoire demain. Il sera le premier président américain à participer à une marche pour la vie. Le lendemain, nous voici à Washington. Les militants anti-avortement manifestent dans la capitale, comme tous les ans depuis 1974. Pour moi, l'avortement est un meurtre. Et un meurtre, c'est mal quoi qu'il arrive. Nous sommes à Washington. Les militants anti-avortement manifestent dans la capitale, comme tous les ans depuis 1974. C'est qui ce monsieur? C'est Jésus. Il tient un bébé et il pleure car ce bébé a été avorté. C'est un ami qui me l'a donné. Ah, c'est un beau cadeau. Oui, je sais. J'aimerais vous en offrir un, mais j'en ai vraiment besoin. Ah, quel dommage. Dans le cortège, des milliers de manifestants. Parmi eux, un homme qui compare les anti-IVG à des nazis, mais aussi un Jésus un peu flemmard. Il triche un peu, Jésus, là. Je remarque que vous avez mis des roues de skateboard. C'est de l'innovation. Ou de la triche, non? Non, non, c'est pas de la triche, c'est l'innovation. Ce qui frappe surtout, c'est le nombre de jeunes militants. Vous êtes d'où? Nous venons de Chicago. Nous sommes 150 à avoir pris le bus. Ils ont de 13 à 20 ans. Pourquoi est-ce que c'est important d'emmener autant de jeunes ici? Pour leur enseigner les valeurs de la vie. Venus de paroisses et d'écoles religieuses de tout le pays, leur discours est radical. Dans le cas où une femme est violée, dans le cas où sa vie est en danger à cause de la grossesse. Pour moi, l'avortement est un meurtre. Et un meurtre, c'est mal quoi qu'il arrive. Donc même s'il s'agit d'un viol? Si j'étais violée, je peux vous dire en toute honnêteté que je garderais le bébé. Vous êtes tous pro-life? Vous êtes une télé française? Ouais. On peut vous chanter un cantique en français? Excusez-nous pour la prononciation. Et pour le mouvement anti-avortement, cette année marque un tournant historique. Merci de réserver un accueil très chaleureux au président des États-Unis, Donald Trump. La particularité cette année, c'est que Donald Trump lui-même est venu faire un discours. C'est la première fois qu'un président participe à une marche anti-avortement. Toutes les personnes ici présentes comprennent une vérité éternelle. Chaque enfant est un don précieux et sacré de Dieu. C'est un moment très spécial. Je suis très heureux de vous représenter. Je vous aime tous. À la tribune, plus qu'un président, un candidat en campagne électorale. Le fait qu'il soit pro-vie, c'est une des raisons clés qui font que vous allez voter pour lui? L'un des plus gros, oui. Vous pensez quoi du fait qu'il vienne à ce rassemblement? Oh, je suis extatique, extatique. Ça va garantir sa réélection. Il vient de sécuriser votre vote pour novembre. Absolument. Venir aujourd'hui, c'est la cerise sur le gâteau. Je suis heureux que notre président prenne position pour la vie. C'est vraiment noble de sa part. Pour moi, cela montre que notre cause monte en puissance. Jusque-là, Trump ne s'était jamais aussi clairement engagé contre l'avortement.
Voilà d'ailleurs ce qu'il en pensait de l'avortement, il y a 20 ans. Je suis très pro-choix, je déteste le concept de l'avortement. Mais je crois avant tout au choix. Vous ne l'interdirez pas? Non. Pensez-vous qu'en faisant tout cela, il sécurise le vote de la majorité des évangéliques? Je dirais qu'il fait ça parce que c'est la bonne chose à faire. Vous ne pensez pas que sa motivation est purement politique? Sans commentaire. Tous ces manifestants ont en commun de vouloir interdire l'avortement, un droit inscrit dans la loi depuis 1973. Roe v. Wade, Roe versus Wade, c'est le nom de l'arrêt, la décision juridique qui a rendu l'avortement légal aux États-Unis en 1973. Les manifestants qui sont ici espèrent que cet arrêt va être révoqué par la Cour suprême où Donald Trump, depuis son élection, a justement nommé des juges anti-IVG. Dès qu'il l'a pu, le président a choisi 2 juges anti-avortement, Brett Kavanaugh et Neil Gorsuch, pour siéger à la Cour suprême. Vous pensez que ce fameux amendement a une chance d'être révoqué? Oh, je prie tous les jours pour que ce le soit. La marche est justement en train de passer devant la Cour suprême, c'est le bâtiment qui est juste là, c'est là que tout se joue. Si l'arrêt Roe versus Wade est révoqué, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, l'avortement sera illégal dans tout le pays. En revanche, ça veut dire que chaque État pourra décider indépendamment du maintien ou non de la légalité de l'avortement. Et pourtant, 70% des Américains sont attachés à ce droit à l'avortement. La grande majorité des Américains ne veulent pas que cet arrêt soit révoqué. Vous en pensez quoi? Les majorités peuvent avoir raison ou tort. Et c'est pour cette raison que l'Amérique n'est pas une démocratie, mais une république constitutionnelle. Autrefois, ce pays soutenait majoritairement le racisme et l'esclavage. Mais nous avions tort, on est d'accord. Donc même si la majorité des citoyens américains soutient l'avortement, cela ne change rien à la question morale que ça soulève. La Cour suprême devrait rendre un avis en juin, en plein cœur de la campagne électorale. En attendant, pour rassurer le cœur de son électorat, Donald Trump retourne à son obsession de la campagne de 2016, la construction du mur. Nous avons l'argent et maintenant, on peut construire ce magnifique mur. Et ce puissant mur à la frontière se construit même à une vitesse folle. Trump peut fanfaronner. La justice vient de l'autoriser à puiser 3,6 milliards de dollars dans le budget de la défense pour construire son mur à la frontière avec le Mexique. Jusque-là, il n'avait pas réussi à tenir cette promesse emblématique faite en 2016. Nous allons construire un très grand mur le long de la frontière sud. En décembre 2018, sans attendre l'argent du Pentagone, des citoyens se sont mobilisés pour commencer la construction du mur. Une société privée, appelée We Build the Wall, a carrément lancé son Téléthon. Be part of this growing movement to secure our border. Donate online now, because every mile matters. 25 millions de dollars récoltés et 500 000 donateurs. Derrière We Build the Wall, on retrouve Steve Bannon, conseiller stratégique de Donald Trump au début de son mandat, une figure de l'extrême droite américaine. Ce mur incarne la volonté et la grande détermination du peuple américain. Merci. Pour comprendre la motivation de ces volontaires, nous rejoignons Mike Foreman à la frontière mexicaine. L'ingénieur de We Build the Wall veut nous montrer son futur chantier. Ce mur, construit sous George Bush, sera bientôt remplacé par le mur de Trump. Il ne mesure que 5 mètres et demi. Il n'y a pas de système anti-escalade et ce sont des barreaux de 2,5 cm que tu peux percer avec un chalumeau en moins d'1 minute. Donc en coupant 2 barreaux, tu fais passer les gens. Le nouveau mur de Trump fait plus de 9 mètres, avec des barreaux de 20 cm. Il y a la fibre optique, donc si tu t'approches à 12 mètres du mur, ça active les projecteurs et les caméras. Et à 1 mètre du mur, ça signale automatiquement ta position à la patrouille la plus proche. Fervent supporter de Trump, Mike tient le même discours anxiogène sur l'immigration illégale.
Vous pouvez vivre à Des Moines, dans l'Iowa, à 2000 km d'ici. Mais s'il n'y a pas de mur pour vous protéger, eh bien votre femme risque d'être tuée, votre fille violée, ou votre fils abattu dans un magasin. La paranoïa est le moteur de We Build the Wall. La société s'est engagée à construire 700 km de murs sur les 1600 promis par Trump. Je suis juste un mec normal, un supporter de Trump, du premier jour. Je crois en lui, il reste ferme et je ferai tout à mon petit niveau pour qu'il soit réélu. On s'en souviendra comme du meilleur président de l'histoire de cette nation. Au nom du soutien au président, du patriotisme et de la lutte contre l'immigration, certains Américains vont encore plus loin. Le soleil n'est pas levé, nous sommes attendus en plein désert, avec pour seule information des coordonnées GPS. On est en Arizona, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière mexicaine, et on a rendez-vous avec des citoyens américains qui, sur leur temps libre, jouent les gardes frontières. La mission qu'ils se sont fixée, arrêter les migrants qui entrent aux États-Unis illégalement. Ils se font appeler les Arizona Border Recon, 250 volontaires, des vétérans de l'armée pour la plupart. Un groupe aux allures de milices paramilitaires qui traquent les clandestins et les passeurs de drogue. Depuis une semaine, ils sont partis pour ce qu'ils appellent une mission de reconnaissance. Là-bas, pas de réseau. Alors pour les rejoindre, on va devoir se débrouiller. Une vraie galère. Au milieu de nulle part. T'as une route là, mais je sais pas comment on la récupère. Bon, 3 heures plus tard, nous découvrons finalement leur campement. Bonjour. Bonjour. Tim Foley est le leader de la milice. C'est lui qui l'a formé en 2011. Voici ma maison pour la semaine. Vous pouvez me montrer le genre d'équipement que vous utilisez? Alors on a plusieurs lunettes d'observation, beaucoup de cartes, des caméras de surveillance, des radios. C'est les mêmes que celles de la Border Patrol, la police des frontières. Un équipement militaire? Ouais, un équipement de chasseurs et de militaires. Ce matin, une équipe est déjà sur le terrain. Nous discutons avec ceux qui sont encore au campement. Vous pouvez me montrer ce que vous avez sur vous? Une petite caméra, un talkie-walkie, une longue vue, une arme de poing et un fusil, modèle AR-15. Un volontaire très équipé pour une organisation qui se défend d'être une milice. Nous les accompagnons pour tenter de comprendre en quoi consistent leurs opérations. On est loin de la frontière? À moins d'1 kilomètre. C'est par là que passent tous ceux qui ne veulent pas être attrapés. Et qu'est-ce que vous cherchez? Des marques sur le sol, des empreintes de pas, des indices qui nous montrent qu'ils sont passés par là. Sur la route, nous croisons la Border Patrol, la police qui surveille la frontière. Tu sais ce qu'ils sont en train de faire? Non, quoi? Ils viennent pour repérer si c'est possible de construire le mur. Parfait. C'est quoi vos relations avec la police des frontières? Avec ceux qui sont là, très bien. Mais ceux qui sont dans les bureaux, ils ne nous aiment pas. Ça les dérange qu'on dise aux gens ce qui se passe vraiment ici. Est-ce que les autorités vous ont déjà demandé d'arrêter ce que vous faites? Oh oui, mais ils ne peuvent pas nous l'interdire. La zone où patrouille Tim Foley est un secteur où aucun mur n'a été construit. C'est cette barrière qui délimite la frontière entre l'Arizona et le Mexique. Voilà notre frontière. C'est ça qui est censé empêcher les trafiquants de drogue et les clandestins de venir. Des barbelés, faciles à franchir.
C'est ce que j'appelle la ligne imaginaire. Donc là, c'est le Mexique, et de ce côté, les États-Unis. Techniquement, ça prend 2 secondes. Et il n'y a personne autour pour les empêcher de le faire. Pourtant, le bilan des arrestations l'an dernier est le plus élevé depuis 12 ans. Plus de 850 000 personnes qui venaient de franchir la frontière. Qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui pensent que la construction de ce mur, ça revient à jeter de l'argent par les fenêtres? Ce sont juste des gens qui n'aiment pas Trump ou leur pays. Sans frontières, tu n'as pas de pays. En attendant le mur, il continue à jouer les commandos. C'est le même mec. Le gros cul qu'on a chassé au sommet l'autre fois? Ils mènent leur traque comme des chasseurs. Là, c'est sûrement un éclaireur. Et je vais même te dire sa taille. En mesurant du talon aux orteils, il fait 1,82 m. Ce sont les mêmes traces que nous avons suivies l'autre jour. Quand il repère un migrant, les miliciens l'arrêtent, ce qui est illégal. Alors Tim Foley a trouvé la parade. Il stoppe les migrants sous couvert de leur apporter de l'aide humanitaire. Pour se protéger, ce qu'on fait, c'est qu'on les traite tous comme des humains. On leur donne de la nourriture, de l'eau, les premiers soins. Mais la différence entre nous et les humanitaires, c'est que pour nous, pas question de les laisser repartir. Donc on appelle la police pour qu'ils viennent les arrêter. Mais alors, pourquoi vous êtes armés? Pour se défendre au cas où. S'ils décident de nous tirer dessus, on doit pouvoir se défendre. Dans le viseur de Tim Foley et sa brigade, la politique d'accueil des migrants. Il y a déjà tellement de pauvreté et de saleté dans nos rues. Mais ils s'en foutent de ça. La seule chose qui compte pour eux, c'est de venir en aide à tous ceux qui passent la frontière. Ils ne s'occupent pas de nous. Pourquoi faut-il s'occuper des étrangers d'abord? C'est comme si tu disais à ton enfant, « Non, je vais te donner à manger plus tard. Là, il faut d'abord que je nourrisse l'autre là-bas. » Mais c'est qui? J'en sais rien, mais c'est comme ça. Vous avez le sentiment que les gouvernements précédents ont privilégié l'aide aux immigrés plutôt qu'aux citoyens américains? Oui, en effet, jusqu'à l'arrivée de Trump. Trump et surtout sa politique anti-immigration. Il fait ce qu'il dit. Au moins, lui, il tient ses promesses. Alors que la plupart des politiciens vont juste te dire ce que tu as envie d'entendre pour être élu. Et une fois qu'ils le sont, ils ne font rien du tout. Il a fait plus de choses que n'importe quel politicien depuis 30-40 ans. Sans hésiter, je vais encore voter pour lui. Et si rassurer sa base est l'un des axes majeurs de sa campagne, le président cherche aussi à ratisser plus large. En 2016, 8% seulement de la communauté noire a voté Donald Trump. Des citoyens que cette fois-ci, le président n'a pas envie de laisser aux démocrates. Alors en novembre, il a créé les Black Voices for Trump. Je suis très heureux d'être ici au cœur de la Géorgie pour lancer cet incroyable mouvement national. Les Noirs pour Trump, pensez-y. Les voix noires pour Trump. Qu'est-ce que vous préférez, les Noirs pour Trump ou les Afro-Américains pour Trump? Ouais, je crois aussi. Trump en a remis une couche pendant le Super Bowl, la finale du football américain, avec la diffusion d'un spot de pub à 10 millions de dollars, diffusé devant plus de 100 millions de téléspectateurs. Le président met en avant Alice Johnson, une femme noire condamnée à la prison à vie pour complicité de trafic de drogue. Donald Trump l'a graciée en 2018. Je suis Donald Trump et j'approuve ce message. L'occasion pour le président de rappeler aux Afro-Américains sa réforme pénale qui permet de désengorger les prisons. J'ai réformé la justice pénale, personne d'autre. Moi, je l'ai fait. Sans moi, il n'y aurait jamais eu cette réforme et ce sont les Afro-Américains qui en ont bénéficié plus que quiconque. Pour bien comprendre cette opération séduction, nous avons rendez-vous en Caroline du Nord.
avec l'un de ses plus fervents supporters afro-américains. Hey, comment ça va? Bonjour, bien vous. Bienvenue dans ma tanière. Bryson Gray, 26 ans, nous invite chez lui. C'est ici que la magie opère. Là, j'ai un gros drapeau, Trump, ici, puis j'ai un gros chapeau, là. Et bien sûr, la version XXL. Vous me montrez ce que ça donne? Ouais, bien sûr, je te montre ça vite fait. En septembre, le jeune homme s'est fait connaître avec une vidéo où il chante son soutien au président. Il lance même dans la foulée un concours de rap, le MAGA Challenge. Des milliers de pro-Trump participent à son concours. C'était quoi l'idée derrière le MAGA Challenge? Tu vois qui est ce candidat à la présidentielle? Pete Buttigieg. Il a dit que tous les supporters de Trump étaient racistes. Donc l'idée, c'était de discréditer cette théorie de fou qui veut que tous ses supporters sont racistes. 2 mois plus tard, consécration. Trump retweet sa chanson. J'annoncerai les vainqueurs du MAGA Challenge et je les inviterai à la Maison-Blanche pour les rencontrer et qu'ils jouent leur chanson. Ça vous a rendu fier? Bien sûr que j'étais fier. Qui aurait pensé que le président en personne allait retweeter une chanson de rap? Qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Sa personnalité. Il n'est pas comme tous ces connards politiquement corrects. Tu vois ce que je veux dire? Et j'aime ses valeurs conservatrices. Je suis probablement plus à droite que lui. Porté par le succès de sa première chanson, le rappeur s'est lancé dans l'écriture de tout un album très politique. Vous pouvez me donner quelques titres de vos chansons? Les Noirs, c'est pas des démocrates. Sauvons les bébés. Ouais, Sauvons les bébés, c'est une chanson anti-avortement, pro-armes, pro-vie, pro-Trump. Des textes en effet très engagés. Oui, vous êtes très conservateur. Bryson coche en effet toutes les cases. Vous vous baladez toujours avec une arme à feu? Ouais, monsieur. Mon flingue. Ou ça. Une lame. C'est un droit donné par Dieu, tu sais. Ça, c'est les chargeurs. Et s'il y a besoin, je sors le gros matos. Bon, là, c'est une Kel-Tape, série 2000. Et ça, c'est une MP5. J'aimerais en acheter 10 de plus cette année. Mais à quoi ça vous sert? Tu sais, si quelqu'un vient ici, je le tire dans le visage. Instantanément. Au programme de Bryson aujourd'hui, un meeting pro-Trump. Avant de partir, présentation de sa famille. Ça, c'est ma petite sœur. C'est la personne qui est dans le bon camp politique. Bonjour, comment ça va? Là, c'est ma mère. Elle est secrètement dans le bon camp, elle aussi. Ne l'écoute pas, enchanté. Bonjour. Et là, c'est celui qui est dans l'autre camp. Mon père, ce fou, gaucho, pro-Alexandria Ocasio-Cortez. Le génie, c'est moi le plus éduqué. Derrière l'humour, une famille que tout oppose sur le plan politique. Je n'ai pas élevé des idiots, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas élevé des idiots. J'ai élevé des gens intelligents, et pour qu'ils deviennent des penseurs indépendants. Qui aurait pensé qu'ils allaient basculer du mauvais côté? Parce que c'est ce qu'ils font en soutenant Trump. Chez les Gray, il y a donc 2 camps. Les enfants à droite, les parents à gauche. Le père est même le fils d'une militante, des Black Panthers. Je ne dis pas que je n'aime aucune de ces idées. Mais je pense que Trump perpétue le mythe du suprémacisme blanc. Gary et sa femme n'ont toujours pas digéré la réaction de Donald Trump après le drame de Charlottesville. En août 2017, un suprémaciste blanc fonce avec sa voiture sur des manifestants venus contester un rassemblement de néo-nazis. Au moins une personne morte et plusieurs blessés ce soir après une manifestation à Charlottesville, en Virginie. Les propos de Trump vont susciter l'indignation. Nous condamnons le plus fermement possible cette démonstration haineuse et violente de fanatisme. Mais des deux côtés, hein. Des deux côtés. En ménageant les suprémacistes blancs, Donald Trump est accusé d'entretenir la haine raciale
et de nier l'histoire des États-Unis. Vous avez le sentiment que votre fils connaît mal l'histoire de la communauté noire, la façon dont elle a dû lutter pour obtenir des droits? Ce n'est pas qu'il ne la connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas vécue. Donc ils s'en fichent. Ils n'ont pas grandi avec ça. Quoi? Tu sais, il a des opportunités parce que ma femme et moi travaillons dur pour lui. Et ce petit clown là-bas. Ils ont la chance de vivre une jeunesse paisible. Et tu sais pourquoi ils vivent aussi paisiblement? Parce que des gens dans les années 50, 60, des gens comme les Black Panthers, dont ma mère faisait partie, se sont battus. On a fait des sacrifices, on a saigné, on a payé le prix, on s'est révolté, on était enfermés dans nos quartiers. Attends, il faut que je vous coupe là. Moi, je connais mon histoire. La connaître et la vivre sont deux choses différentes. Tu sais, c'est important de comprendre non seulement l'oppression, mais aussi le système qui fait que l'oppression existe. C'est tout un système. Mais elle est où l'oppression là, exactement? Où? Bryson, il y a toujours un système d'oppression économique qui maintient les minorités au second plan. Beaucoup de gens de la communauté afro-américaine ont le sentiment que, même s'il n'y a plus de loi discriminante, il y a de fait toujours beaucoup de discrimination. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'on leur a dit ça. Tout ça n'est qu'une histoire de cycle. Tu penses que t'es oppressé parce que tes parents t'ont appris que tu étais oppressé. Deux visions décidément irréconciliables. Laisse-moi lui expliquer. Non, je t'ai laissé parler pendant une heure. Je n'ai pas fini. Tu me rends malade. On dirait que Donald Trump est dans la pièce, ça me stresse. Je n'ai pas fini. Nous tentons de reprendre la main, sans succès. Oh, pasteur, est-ce que je peux poser une question? Pourquoi est-ce que les Blancs possèdent 95% de la richesse des États-Unis? Parce que les Blancs sont la majorité de ce pays. Mais ils ne sont que 60 et quelques pourcents de ce pays. Donc si on suit ta logique, ils devraient seulement posséder 60% de la richesse de ce pays. Pourquoi possèdent-ils 95%? Ah, eh ben... J'aimerais beaucoup voir à quoi ressemble votre dîner de Thanksgiving. En tout cas, le père n'est pas rancunier. Malgré leurs différends politiques, il accepte de conduire ses enfants à un meeting pro-Trump. Vous venez avec nous au meeting finalement? Oh non, je fais le chauffeur, vous ne me verrez pas là-bas. Mais viens, juste pour voir. Non, je protège mon âme et mon esprit. Pas question pour Gary d'assister à un rassemblement du Blexit, Black for Exit, en référence au Brexit britannique. Un mouvement lancé en 2018 pour encourager les Afro-Américains à quitter le Parti démocrate et rejoindre les Républicains. Le but de ce mouvement est d'encourager la communauté noire à ne pas reproduire de façon automatique le vote traditionnel des générations précédentes. Ses membres espèrent avoir une grosse influence dans les élections de l'année à venir. À l'origine du Blexit, Candace Owens, 30 ans, la figure de proue des Afro-Américains ralliés à Trump. J'adore ce président. Je pense qu'il a posé un acte essentiel pour ce pays en tuant le politiquement correct. Flatté, Trump l'a même invité dans le bureau ovale. C'est le deuxième meeting pour Bryson. Hey! Comment ça va, toi? Et Mr. MAGA Challenge a déjà une petite notoriété. Yo, comment ça va, mec? Et toi, ça va? Aujourd'hui, quelques centaines de personnes sont attendues dans cette salle de spectacle. Pourquoi est-ce que vous êtes venu à ce meeting du Blexit? La liberté de penser. Nous avons été entraînés à voter d'une seule façon, mais cette fois-ci, je sens qu'il y a une grosse mobilisation. Nous nous réveillons. Ça fait des années que nous sommes programmés par notre environnement, par nos parents, mais aussi par notre système éducatif. On vous rabâche que vous ne pouvez pas voter républicain, que vous ne pouvez pas voter pour des idées conservatrices. En fait, vous n'êtes pas libre. Vous avez le sentiment que depuis qu'il est élu, Donald Trump a fait plus pour la communauté afro-américaine que ce que les démocrates auraient fait à sa place? Je pense qu'il a fait plus en un mandat qu'Obama durant ses 2 mandats réunis. La star du Blexit, Candace Owens, entre en scène pour un discours aux allures de stand-up. L'histoire du Blexit, c'est l'idée de la libération. On nous a dit qu'après l'esclavage, après avoir eu les droits civils, nous étions libres. Mais c'est faux, c'est une illusion.
L'activiste conservatrice veut libérer les Afro-Américains de ce qu'elle appelle l'emprise démocrate. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce pays, en particulier au sein de la communauté noire. On est d'accord sur ce point? Et je ne pense pas que l'Amérique puisse être réparée si les minorités n'ouvrent pas les yeux sur ce qu'il se passe. Un discours qui peine à séduire les Afro-Américains. Dans un récent sondage, 8 électeurs noirs sur 10 estiment que Trump est raciste. Ce qui explique, peut-être, pourquoi ce soir l'Assemblée est surtout composée de blancs. L'écrasante majorité des gens ce soir sont blancs. Comment vous l'expliquez? On essaye de soutenir toutes les personnes noires qui essayent de quitter le Parti démocrate. On leur fait savoir que s'ils partent, ils partent pour rejoindre des gens qui les soutiendront. Nous sommes américains. Nous ne sommes pas noirs ou blancs. Nous sommes américains. Et Trump se soucie des Américains. Il se soucie de ce qu'il se passe dans son pays. Et vous pensez que pour les prochaines élections, c'est important de détourner un maximum de personnes de la communauté noire du Parti démocrate? Absolument. Je pense que c'est très important que nous récupérions le vote noir ainsi que le vote hispanique. Draguer les communautés, c'est donc le mot d'ordre de Trump pour cette campagne. Sans garantie de succès. Mais quand il s'agit de séduire, le président ne fait pas dans la demi-mesure. Vous savez, j'ai obtenu 52% avec les femmes. Personne n'y croyait. 52%. On a eu 52%, n'est-ce pas? 52%. Vous vous souvenez, en 2016, Donald Trump n'aura jamais les femmes. Et regardez cet incroyable soutien des femmes. Il a beau le répéter, c'est faux. Non, 52% des femmes n'ont pas voté pour lui en 2016, mais seulement 41%. Le chiffre de 52%, c'est le vote des femmes blanches. Chez les Afro-Américaines, par exemple, Trump n'a obtenu que 4% des voix, ce que le président oublie de préciser. La gente féminine résiste au président. Alors depuis juillet, sa belle-fille Lara Trump est chargée de l'opération séduction. Je prends le risque d'affirmer que plus de femmes vont voter pour Donald Trump en 2020 qu'en 2016. Les femmes sont très enthousiastes et le soutiennent. La moitié des dons pour la campagne proviennent de femmes. Alors à ceux qui se demandent si les femmes sont de notre côté, si elles sont plus nombreuses à le soutenir, je crois que c'est clair. Direction Sarasota, en Floride, où nous avons suivi ces trumpettes en campagne. Elles ont déjà toute la panoplie. Où as-tu trouvé ce pantalon, chérie? Oh mon Dieu, regarde ces chaussettes avec la tête de Trump. Là, la batterie est HS, mais normalement, ce crayon dit des trucs du genre on va construire le mur. C'est mon meilleur ami. Retour à Sarasota, en Floride. Nous avons suivi les trumpettes qui font campagne. C'est dans cet état que le président possède Mar-a-Lago, sa luxueuse propriété. La Floride, c'est un peu la nouvelle maison de Trump. Il a déménagé de New York. On est super content de l'avoir. En 2016 déjà, Caroline Wetherington a voté Trump. Là, nous allons au déjeuner mensuel des Women for Trump. On va gagner cette élection et on ne va pas se laisser faire. Bonjour. Aujourd'hui, elle est à la tête d'une armée. Prête pour le déjeuner? De 200 supportrices, prêtes pour la bataille. Elles ont déjà toute la panoplie. Où as-tu trouvé ce pantalon, chérie? Il est magnifique. Oh mon Dieu, regarde ces chaussettes avec la tête de Trump. Il y a même un peigne qui va avec. Je viens d'acheter cette pancarte. Elle n'est pas magnifique? Là, la batterie est HS, mais normalement, ce crayon dit des trucs du genre on va construire le mur. La Floride est un état clé pour Donald Trump. C'est mon meilleur ami. L'heure est donc à la mobilisation. Est-ce que tout le monde est bien inscrit sur les listes électorales? En Floride? Et Caroline Wetherington ne ménage pas sa peine. Mon mari a fait une blague ce week-end. Il a dit qu'on allait renouveler nos vœux de mariage le lendemain des élections, car il allait enfin me récupérer. D'ici là, toute ma vie est dévouée à Donald Trump. Après la prière,
Caroline bat le rappel. 2020 va être une grande année, les filles. Nous avons du pain sur la planche. Notre objectif, c'est d'inscrire le plus de nouveaux électeurs possible et d'en recruter au sein du Parti démocrate. En levant la main, combien d'entre vous étaient démocrates avant? Nous en avons gagné quelques-unes. Merci d'être avec nous. Vous pouvez vous applaudir pour ça. Dans les sondages, Trump ne recueille que 38% d'avis positifs chez les femmes. En cause, ses propos misogynes, et notamment cette phrase, enregistrée à son insu. Tu sais, je suis systématiquement attiré par les belles femmes. Je veux tout de suite les embrasser, c'est comme un aimant. J'ai envie de les embrasser, je peux pas attendre. Et quand t'es une star, elle te laisse faire. Tu fais ce que tu veux. Les attraper par la chatte. Tu fais ce que tu veux. En cause aussi, son comportement avec la jante féminine. Pourtant, chez les Trumpettes, le président fait toujours l'unanimité. Est-ce qu'une seule femme l'a accusé de l'avoir attrapé par là? Non. Il a été accusé de viol plusieurs fois. Oui, enfin, ça n'a absolument pas été prouvé. Bref, la plupart disent « il a essayé de m'embrasser dans un ascenseur ». Oui, d'accord. Moi aussi, on a essayé de m'embrasser dans un ascenseur. Ça s'est terminé en toute amitié. Je lui ai dit « Eh mon chou, ne fais pas ça !»« D'accord, tu m'aimes bien, mais ne fais pas ça. C'est stupide. » Bref, vraiment, je pense que c'est ridicule. Je m'en fiche de ce qu'il fait dans sa vie privée. Ce qui est important, c'est ce qu'il fait pour moi et tous les autres Américains. Et personne n'a fait un aussi bon boulot que lui. Ici, en Floride, quand vous mentionnez son nom, les femmes deviennent hystériques. Je crois que ce sont les femmes qui vont le faire élire, car ce sont les femmes qui votent et qui vont aux urnes. Après la théorie, place à la pratique. Notre Trumpette rejoint une manifestation spontanée dans le centre-ville de Sarasota. Les pro-Trump répondent par un coup de klaxon. Thank you very much. Pour les autres, les gestes parlent d'eux-mêmes. Mais pas de quoi les décourager. Nous allons soutenir Trump et prier pour lui et les États-Unis. Car nous croyons en Dieu, le pays, le président Trump, la famille, la Bible et les armes. Nous sommes derrière lui. Il y a un malentendu aux USA qui voudrait laisser croire que Trump n'est pas populaire, notamment chez les femmes. Donc c'est très important que nous sortions dans la rue, surtout nous les femmes, pour montrer qu'on est derrière le président. Obtenir un soutien massif des électrices reste un pari pour Trump, car la liste de ses victimes présumées ne cesse de s'allonger. Plusieurs dizaines de femmes l'accusent de viol, d'agression sexuelle ou de comportements déplacés. Je suis ici pour tenir tête à M. Trump. Pour moi, pour ma famille. Et pour toutes les femmes qui méritent le respect et n'ont pas à subir des abus sexuels. Karena Virginia est l'une des premières à l'avoir dénoncé publiquement, 3 semaines à peine avant l'élection en 2016. Je pense que c'est mon devoir en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'être humain et en tant que citoyenne américaine, de dénoncer et de dire la vérité sur ce qu'il m'est arrivé. Elle affirme que Trump l'a agressée lors d'un tournoi de tennis en 98. Il lui aurait attrapé la poitrine. Elle avait 27 ans à l'époque. Cette mère de famille a accepté de nous rencontrer, à condition de ne pas révéler là où elle habite. Bonjour, Bonjour. Comment allez-vous? Bien vous. Ravie de vous rencontrer. Karena Virginia n'imaginait pas les conséquences de sa prise de parole. J'ai eu l'impression qu'on me jetait dans un brasier, que j'étais brûlée vive sur le bûcher. C'était comme un cauchemar éveillé. Je savais que ça allait être dur, mais je ne me rendais pas compte que ça allait être aussi dur.
Et je l'ai immédiatement regretté. Je l'ai regretté si fort, je voulais tout effacer. J'ai reçu des menaces de mort, j'ai été insultée, les gens me regardaient mal. J'ai ressenti la douleur de mes enfants qui vivaient ça aussi. Aujourd'hui, avec le recul, vous êtes contente d'avoir parlé? Globalement, oui. Globalement, oui. Mais il y a toujours des moments où je me demande à quoi ma vie ressemblerait. À quel point elle aurait été plus simple si je ne l'avais pas fait. Il y a des moments où je me sens vraiment triste, dans le sens où faire entendre ma voix et vivre ce que j'ai vécu n'a finalement rien changé. Ce n'était pas politique. Mais c'était très important pour moi de dire à ce pays pour quel genre d'homme il prévoyait de voter. Je voulais que ce pays sache que c'était un homme impulsif. Et le plus fou, c'est que, même dans mon entourage, il y a des personnes qui ont voté pour lui et qui le soutiennent encore aujourd'hui, qui rationalisent. Pour elles, c'est « Oh, mais c'est bien qu'il soit comme ça, nous avons besoin de quelqu'un d'impulsif. » Pour moi, être impulsif quand on dirige un pays, c'est très inquiétant. Et ça n'est pas seulement inquiétant pour l'Amérique, c'est inquiétant pour le monde. Cette année, il fait campagne pour essayer de récupérer le vote des femmes. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est très dur pour moi que des femmes le soutiennent. C'est vraiment très dur. D'ailleurs, la majorité des personnes qui sont prises à moi, c'était des chrétiennes et des mères. Je pense que c'est un vrai problème que les femmes ne se soutiennent pas entre elles. Quelle sera votre réaction s'il est élu pour 4 années de plus en novembre? De la déception. De la déception. Donald Trump a toujours nié les faits et démenti toutes les accusations portées contre lui. Alors à Washington, depuis 4 ans, les femmes descendent dans la rue pour protester contre le président. Les Pussy Hats, ces bonnets roses, sont devenus l'emblème des féministes anti-Trump. Elle dit quoi, votre pancarte? Ça dit « Maintenant, tu as vraiment énervé mamie ». Et là, le doigt du milieu est inversement proportionné à la taille de son... Donc vous êtes une mamie énervée. C'est exactement ça. Pourquoi? Parce qu'il détruit tout ce pourquoi nous marchons depuis que les femmes ont le droit de voter. Je marche pour le droit des femmes depuis le tout début. Et il nous ramène en arrière. Juste après l'élection, la marche avait réuni 500 000 personnes à Washington. Plusieurs millions dans tout le pays. Charlize Theron, Emma Watson, Scarlett Johansson ou encore Madonna, les célébrités étaient nombreuses à la tribune. Vous êtes prêts à secouer le monde? Aujourd'hui, la foule est plus clairsemée. Moins de 10 000 personnes défilent. En tête du cortège, nous retrouvons Carmen Pérez, l'une des 4 femmes à l'origine de la marche des femmes. Pour elle, peu importe la participation aujourd'hui. En 4 ans, elle estime que les femmes ont déjà remporté plusieurs batailles, dans les urnes notamment. Nous avons des femmes au pouvoir. Elles sont au Congrès, au Sénat. Il y a aussi beaucoup plus de femmes qui se présentent aux élections locales. 2 ans après la défaite d'Hillary Clinton, les Américaines prennent leur revanche. Jamais autant de femmes ne se sont présentées aux élections de mi-mandat. Jamais autant d'élus. Elles sont désormais 125 au Congrès. Notre message, c'est que nous voulons un pays meilleur. Beaucoup de démocrates issus de minorités, avec en tête d'affiche The Squad, Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley, Rashida Tlaib et Ilhan Omar. 4 femmes que Trump adore détester.
Je pense qu'elles sont néfastes pour notre pays, elles sont néfastes pour le Parti démocrate. Personne ne sait comment les gérer. Si les démocrates veulent mettre leurs couilles entre les mains de ces 4 personnes, je pense que l'élection sera très difficile pour eux, parce que ça m'étonnerait que les Américains votent pour elle. Pourquoi est-ce que ce serait selon vous une mauvaise nouvelle pour les femmes s'il reste au pouvoir en novembre? On ne veut pas de lui 4 ans de plus. On ne veut pas de lui tout court. Il n'est pas bon pour notre pays, il n'est pas bon pour notre politique, il n'est pas bon pour les Noirs, pour les Hispaniques, ni pour aucune des personnes colorées de ce pays. Un des objectifs principaux aujourd'hui, c'est de dire aux gens, de dire aux femmes, allez voter pour l'empêcher d'être réélu? Oui, c'est important pour nous qu'aujourd'hui les femmes dirigent. Mais nous devons aussi nous assurer qu'ils ne restent pas au pouvoir. Sur beaucoup de pancartes, il est écrit « Virez-les ». C'est ça le plus gros enjeu, virer Trump du pouvoir? Toutes ces actions sont horribles. Et nous avons besoin de plus de femmes au pouvoir pour réussir à changer totalement la direction prise par le pays. C'est devant la Maison-Blanche que la marche s'arrête pour un dernier message au président. Ça va votre voix? On la perd, mais on la donne aux autres. Vous chantiez au revoir en agitant la main vers la Maison-Blanche. C'est important pour vous qu'il ne soit pas réélu en novembre? C'est très important. Quand on a une voix, il faut l'utiliser. C'est une des meilleures armes dans la vie. Mais aux États-Unis, toutes les voix n'ont pas le même poids. En 2016, Hillary Clinton a obtenu presque 3 millions de votes de plus que Donald Trump. Pourtant, grâce au système des grands électeurs, c'est lui qui l'a emporté. Les campagnes américaines réservent toujours des surprises.